On va essayer de se focaliser avec Charles-Édouard Delpierre et Pierre-Michel Attali, et puis avec Voilà, sur justement les externalités positives des RIP. On va commencer tout de suite par Charles-Édouard Delpierre, Cofeli Ineo, et on va essayer d'être assez concis parce que Pierre-Michel Attali a le train de Paris juste après. Voilà, c'est à vous Charles-Édouard. Oui, bonjour à tous. Charles-Édouard Delpierre, je suis en charge du développement commercial sur les collectivités locales au sein de Cofeli Ineo, au sein du groupe GDS Suez. Je vais être très bref, en 5 minutes, comme ça permettra à Pierre-Michel de conclure. Et puis je vais insister sur un sujet qui est très complémentaire aux infrastructures, puisqu'il s'agit des usages. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de toutes les infrastructures que l'on a, qu'elles soient fixes ou mobiles, et quels usages on peut proposer, en lien bien sûr avec les territoires. Donc très rapidement, aujourd'hui pour dire que Cofeli Ineo, on réalise en fait 50% de notre chiffre d'affaires auprès des collectivités locales, dans le cadre de marchés publics sur le territoire français, dans le génie électrique et puis dans les télécoms, ce qui est le sujet de la journée d'aujourd'hui. On travaille donc dans les villes des territoires et je vais faire un focus sur les infrastructures de télécommunications. Donc, sur les infrastructures de télécommunications, notre vision, notre mission, c'est d'accompagner les projets d'aménagement numérique des territoires auprès des clients variés que sont les opérateurs. C'est nos premiers clients aujourd'hui sur ces sujets-là, bien évidemment. Donc opérateurs fixes et mobiles. Les opérateurs d'opérateurs, qui sont une autre catégorie d'opérateurs. Les équipementiers, sur la partie mise en service des équipements actifs, qui permettent de faire fonctionner ces infrastructures. Et enfin, et je dirais même et surtout, les acteurs des territoires. Donc, les acteurs des territoires, ce n'est pas uniquement les collectivités territoriales, c'est également les bailleurs sociaux, les gestionnaires d'hôpitaux, les gestionnaires de stationnement, les différentes collectivités, donc conseils régionaux, généraux, agglomérations, métropoles, etc. Et je voulais aussi insister sur l'État, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, on a besoin de l'État sur ces différents sujets. Et notre positionnement, c'est là-dessus que je voulais insister, en fait, s'il y avait un message à retenir de notre présentation, c'est qu'on a un positionnement sur les usages, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire une vision multi-technologie, donc infrastructure fixe, mobile, et les différentes technologies qui les composent. Un point important, c'est l'interopérabilité des systèmes, puisqu'il faut avoir une vision intégrée de tout ce qu'on peut faire transiter sur nos infrastructures de télécommunications, et une approche de co-conception avec les collectivités, avec les acteurs des territoires, puisqu'on ne fera rien sans travailler ensemble, rien d'intelligent sans travailler ensemble. Au sein de Cofeli Ineo, on a plusieurs entités qui adressent ce marché des télécommunications en lien avec les territoires. On a essayé de représenter ça sur un petit schéma. Voilà. Donc on part d'un savoir-faire, je dirais, d'installation. Donc qui dit installation dit également en amont ingénierie, donc ingénierie de conception, ingénierie de réalisation. Et tout ça, que l'on déploie des fibres optiques, des pylônes, on maintienne la boucle locale, etc. C'est important que si on a des usages qui se mettent au bout, entre guillemets, de ces infrastructures. Et puis en dessous de ces infrastructures, on a différents équipements, les équipements réseau, toute la partie serveur de stockage, base de données, et les logiciels associés. Et c'est toute cette chaîne-là que l'on adresse aujourd'hui, avec une approche intégrée des télécommunications. Je vais insister par la suite sur 3 ou 4 références d'innovation grâce à ces infrastructures télécom dans les collectivités locales. La première concerne la gestion de l'énergie. Donc, comme vous savez, Cofeli Ineo est adossé à un grand groupe qui s'appelle GDS Suez, qui est opérateur de plusieurs fluides énergétiques, que ce soit l'électricité, le gaz, les réseaux de chaleur, les réseaux de froid, etc. Et sur ce sujet, vous voyez bien la notion importante des usages. On a conçu avec une agglomération dans le sud-ouest de la France, donc le Grand Toulouse pour ne pas les citer, on a conçu un prototype de zone d'activité de demain, de smart grid à l'échelle d'une zone d'activité économique. Aujourd'hui, on produit localement, donc dans ce périmètre que vous voyez en bas à droite de la slide, on produit la moitié de l'électricité que l'on consomme dans nos bâtiments. Donc on n'est pas encore à une notion, je dirais, de smart grid totalement iloté ou de microgrid iloté.
on est à 50% de production de l'énergie dont on a besoin, ce qui veut dire derrière donc l'installation de photovoltaïque, d'éoliennes, etc. Ce qui veut dire du stockage de cette électricité, puisque par définition, quand on n'a pas forcément besoin d'électricité au moment où on est capable de la produire localement. Et puis, il faut des infrastructures de télécommunication derrière tout ça, pour permettre de piloter nos différents équipements, piloter le stockage par exemple, et enfin des logiciels. Et donc on retrouve bien toutes ces chaînes, infrastructures, logiciels, c'est une vision intégrée des télécommunications et en lien, et je dirais même en partenariat, avec une collectivité locale. Donc ça c'est un exemple d'usage autour des télécoms que l'on adresse dans une collectivité territoriale. Un deuxième élément, avec une autre cible au cœur de l'action publique locale, c'est la mutualisation des infrastructures de télécommunications chez les bailleurs sociaux. Aujourd'hui, on a réalisé des projets avec des bailleurs ou avec des opérateurs qui travaillent pour des bailleurs. On a réfléchi à comment mutualiser une fibre optique, un réseau de type FTTH ou FTTLA, si on est dans les réseaux câblés, pour faire passer par les fibres optiques un certain nombre d'informations et de mutualiser l'infrastructure pour adresser le maximum d'usages. Donc par la fibre, bien sûr, on adresse le triple play, donc la téléphonie, l'internet, avec différents débits, et puis la télévision. Mais on permet également de piloter des contrôles d'accès, des caméras de vidéosurveillance, et puis, et là on revoit bien le lien avec GDF Suez, on permet d'afficher les consommations d'énergie. Donc ensuite, on travaille avec un certain nombre de partenaires, puisqu'on ne fait pas ça seul, et on a une vision, encore une fois, assez intégrée de ce qu'on peut faire pour répondre aux besoins d'une collectivité et d'un gestionnaire de patrimoine public que sont les bailleurs sociaux. Un autre exemple, ensuite en voirie, on a réalisé un pilote avec une collectivité locale en Île-de-France autour de la vidéoprotection urbaine. Encore une fois, la vidéoprotection ne fonctionne que s'il y a une infrastructure télécom qui permet au flux d'images d'être véhiculé vers un centre de supervision urbain. Donc là, on avait un déploiement de fibre optique qui a été fait de manière propriétaire par une collectivité, comme ça elle maîtrise son patrimoine optique. Encore une fois, l'infrastructure physique, les équipements actifs associés. Et une fois qu'on avait des caméras, on a réfléchi comment utiliser les caméras, comment mutualiser l'usage des caméras pour permettre de mieux gérer le stationnement. Et ce, de manière également prédictive, par du traitement de données informatiques, pour permettre ensuite de donner l'information aux usagers du territoire, des places de stationnement disponibles, et par là même de fluidifier le trafic dans la collectivité. Je vais inciter ensuite sur partant de ce savoir-faire, je dirais, gestion du stationnement. On a élargi petit à petit, ça a marché en développement dans les collectivités, peut-être plus à une approche, je dirais, périurbaine et conseils généraux, syndicats d'électricité. On travaille sur la gestion de l'électromobilité. Donc on est capable bien sûr d'installer des bornes de recharge de véhicules, mais encore une fois, des bornes, ça doit répondre à un service, et tout ça c'est piloté par une infrastructure télécom, en l'occurrence une infrastructure de fibre optique. Un autre domaine au cœur de l'action des collectivités, c'est la santé. Aujourd'hui, on a pas mal on sent en tout cas une appétence dans les collectivités sur le sujet de la e-santé et de la télémédecine. De manière plus proche des citoyens, on a également des problèmes de maintien à domicile des personnes en situation de dépendance ou d'autonomie en fin de vie. Et donc, on travaille encore une fois autour des infrastructures télécom avec des donneurs d'ordre que sont les hôpitaux, par exemple, ou les regroupements d'hôpitaux, par exemple à PHP en Île-de-France. Donc on travaille sur l'interconnexion de systèmes d'information hospitaliers, donc mutualisation du patrimoine télécom, rationalisation des outils logiciels associés, et puis tout ça, ça permet un certain nombre de services, à la fois côté au personnel de soins et collectivités locales, et puis les personnes qui sont en lien et qui sont en besoin d'avoir des soins. En conclusion, avant de passer la parole, le message, donc des infrastructures pour des usages, une
grande importance de l'interopérabilité de tout ça, notamment sur les aspects logiciels. Et puis une question qui est au clé, une question clé qui est au cœur de nos problématiques d'aménagement numérique des territoires, c'est la gouvernance, puisqu'on se rend bien compte qu'il faut avoir une vision, un écosystème local, une vision partenariale entre les entreprises, les collectivités locales et les citoyens. Et c'est tout ça que j'essaie d'illustrer sur cette slide de conclusion, où on se rend compte qu'aujourd'hui, si on a une vision un peu plus smart city, ville de demain, ou territoire intelligent, on peut interconnecter un certain nombre d'informations grâce à des infrastructures de télécommunications qui sont déployées dans les collectivités et dans les territoires, et que ça permet d'avoir la bonne information au bon moment, à la fois pour les élus, pour l'administration, pour les services techniques, et puis enfin, il ne faut pas les oublier, pour les citoyens que nous sommes dans la vie de tous les jours. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'ai essayé d'être rapide, et on reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Michel, pardon, je sais que vous êtes pressé par le temps, mais on voulait avoir votre expertise et votre regard. Je rappelle que vous êtes à la tête de la business unit de territoire numérique, de l'INACT, notamment. Ok, merci Sébastien. Je m'excuse effectivement d'avoir une contrainte de transport. Déjà, je voulais dire que c'était la première fois en 15 ans de travail sur l'aménagement numérique des territoires que je venais ici aux États généraux des RIP. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant avec des débats très direct, sans langue de bois, donc voilà, donc j'espère pouvoir revenir l'année prochaine. Voilà. Juste par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui, quelques points rapides. L'ensemble des intervenants ont évidemment convenu que les réseaux très haut débit devenaient une infrastructure essentielle au même titre que l'eau, que l'électricité. Ce sont des investissements importants, donc probablement autour de 30 milliards d'euros pour équiper en très haut débit l'ensemble du pays, donc investissement important, les 2/3 probablement portés par la puissance publique en dehors donc, des zones très denses et des zones conventionnées. En même temps, c'est des investissements à relativiser. 20 milliards d'euros pour la puissance publique, c'est quand même sur une vingtaine d'années, 15-20 ans, donc ça va être relativement progressif. Derrière, il y aura des recettes, des recettes au niveau des opérateurs qui seront clients des réseaux, au niveau des redevances d'affermage, au niveau également de l'impact sur les territoires. On a travaillé sur différents départements. On avait chiffré par exemple le gain généré par ces réseaux en matière de maintien à domicile de personnes âgées ou d'hospitalisation à domicile. Si vous faites un calcul très simple, l'hospitalisation à domicile, c'est à peu près 200 € par jour en termes de coût, contre plus de 700 € pour une hospitalisation traditionnelle. Sur 50 places d'hospitalisation à domicile sur un département par an, c'est une économie d'environ 9 millions d'euros sur 100 départements, près de 900 millions d'euros uniquement sur ce sujet du maintien à domicile et de l'hospitalisation à domicile. Donc il y a des gains derrière qui sont importants dans un contexte où, par ailleurs, il faut relativiser le montant d'investissement, donc 2 ou 3 dizaines de milliards d'euros, par rapport à d'autres investissements qui sont aussi très lourds dans d'autres secteurs d'activité, comme les transports par exemple. Le Grand Paris, le réseau de transport du Grand Paris, c'est 30 milliards d'euros, là aussi, uniquement sur la région parisienne. Donc il faut relativiser ce niveau d'investissement dans un contexte certes de contraintes financières qui suppose des redéploiements de crédits publics. En France, on est quand même le pays qui investit le plus et davantage dans les ronds-points par an que l'ensemble des 27 autres pays de l'Union européenne. Donc très clairement, il faut redéployer des investissements et peut-être également redéployer des coûts de fonctionnement vers des investissements. Alors pourquoi ? Parce que derrière, il y a un impact de ces réseaux, des impacts directs, on en a parlé, 20 000 emplois créés ou redéployés pour déployer la fibre dans le bâti pour le raccordement des utilisateurs. Dans le cadre de l'observatoire que nous menons pour la FIRIP et la Caisse des dépôts cette année et l'année dernière, donc environ 9 000 emplois d'ici 2 ans générés par les réseaux d'initiative publique, et puis de l'emploi indirect, qu'on avait essayé d'évaluer dans le cadre de l'étude menée pour la Caisse des dépôts il y a 2 ans, dont vous avez la synthèse d'ailleurs dans les mallettes, et que nous reconduisons cette année avec la FIRIP et la Caisse des dépôts, un impact indirect, par exemple sur les territoires entre guillemets RIPés, c'est-à-dire où il y a un RIP, 0,5 points de taux de chômage en moins par rapport aux autres territoires.
Le gain également généré par les RIP est important pour le grand public et pour les entreprises. Environ 100 millions d'euros d'économies sur les coûts télécoms par an, donc c'est loin d'être négligeable. Donc il y a cet impact direct et cet impact indirect. Donc c'est important d'agir, d'investir sur ces réseaux, dans un contexte certes de contraintes financières au niveau des acteurs publics, même si on peut redéployer, mais dans un contexte, comme le rappelait Gabriel Gauthier, où il y a quand même de l'argent, de fonds d'investissement de banques pour intervenir sur ces projets d'infrastructure, alors qu'il y a finalement assez peu de projets d'infrastructure en France. Alors, on voit les difficultés qu'il y a pour sortir un aéroport sur Nantes ou un barrage dans le sud-ouest. Là, par contre, on est sur des projets relativement consensuels, quel que soit le bord politique, et des projets qui ont quand même certaines chances d'aboutir dans des délais raisonnables et non pas à l'horizon de 15 ans pour faire une ligne TGV, par exemple, comme on le rencontre fréquemment. Donc il faut y aller. Il y a aussi des financiers et des acteurs privés qui veulent y aller parce que ça commence à décoller. Hein, c'est ce que rappelait un certain nombre d'acteurs, dont Sébastien Soriano ce matin. 23% du parc de logements éligibles au très haut débit ont généré donc des abonnements. Donc là, c'est des clients, c'est du concret. 67% d'augmentation du parc d'abonnés FTTH entre 2013 et 2014, chiffre de l'ARCEP. Donc c'est important. Et c'est aussi pour ça que les financiers s'intéressent au sujet. Donc il faut y aller grâce à l'action des opérateurs privés, grâce à l'action aussi des réseaux d'initiative publique, qui sont loin maintenant d'être négligeables. Ça a été également rappelé ce matin. Les RIP, c'est plus de 600 000 prises FTTH aujourd'hui. C'est près de 20% des accès très haut débit sur fibre vers les entreprises de type PME ou grand compte. 13 500 liens fibre optique vers ces entreprises sont proposés par les réseaux d'initiative publique. C'est 20% du total de ces liens FTTO dans le jargon. Bien sûr, il faut aller vers la fibre, mais on aura des technologies intermédiaires sur une partie du territoire, montée en débit, réseaux câblés également qui sont importants, et satellites également sur des zones d'habitat plus isolées. Ça sera le cas en France, c'est le cas aussi à l'étranger. Hein. L'Australie était partie sur un plan tout fibre partout. Finalement, ils intègrent le satellite, ils intègrent aussi du VDSL2, donc de la montée en débit. C'est le cas aux États-Unis avec du câble, avec du satellite, avec également de la fibre et du DSL derrière, c'est ce que fait AT&T. Donc voilà, panel de technologies. Et pour conclure, on a effectivement le French Model en France, rappelé par Gabriel Gauthier et la Banque mondiale. On a un vrai savoir-faire en France avec une filière, un savoir-faire technique. Mais au-delà du savoir-faire technique, on a une vraie expertise, une vraie culture du partenariat public-privé, de par les concessions d'électricité, de transport, d'autoroutes, que nous envient certains pays à l'étranger. Donc on a un vrai savoir-faire, une vraie culture du partenariat public-privé, un modèle qui est en train d'être repris à l'étranger, notamment en Italie, avec un plan qu'on pourrait appeler Italia très haut débit, de 6 milliards d'euros d'investissement annoncés sur ces réseaux, avec 2 milliards de fonds européens et 4 milliards de fonds pour le développement et la cohésion du territoire. Donc c'est important, on voit que l'Italie finalement rattrape un peu la France en repartant sur un modèle proche du modèle français. Donc voilà, donc on a plein d'atouts pour réussir. Et par rapport à ce que vous disiez, monsieur Lagarde, c'est vrai qu'on constate quand même encore à notre niveau de conseil et d'assistant à maîtrise d'ouvrage un décalage entre les projets de réseau et d'infrastructures qui sont nombreux sur les territoires depuis pas mal d'années et qui trouvent une deuxième jeunesse avec les réseaux de deuxième génération, et les projets autour des services, des usages de la Smart City qui était rappelé par Charles-Édouard Delpierre, où là on a encore un volume d'appels d'offres de collectivités qui est encore beaucoup plus limité. On est encore qu'au début de l'aventure. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement, je m'en excuse. Merci. Vous êtes tous sur vous allez rejoindre Catherine qui vous attend là-bas, qui va vous emmener vers Aurélie, qui va vous amener à la gare. Bon, on se pose un petit peu avec Alain Lagarde et Jean-Édouard Delpierre. Prenez vos micros. C'est détendu, ça va très bien, donc voilà. Donc, écoutez, merci. Donc, moi, je voulais dire que c'est un grand plaisir de venir ici à Deauville pour la 4e année consécutive. Dire aussi qu'en 2014, donc, nous avions
eu l'impact territorial des réseaux d'initiative publique, document qui avait été présenté par la Caisse des dépôts et consignations, 14. Hein. Cette étude, elle remarquait quoi? Elle remarquait tout d'abord que 60% des clusters dédiés aux TIC se trouvaient situés sur le territoire des RIP. C'est une réalité. Hein. Et en fait, et de surcroît, l'émergence de projets innovants et d'usages et de services. Alors, là, on l'a vu, donc j'abrège un peu mon propos parce que je sais que certains ont des déplacements à faire. Simplement pour dire que ce matin, au début de l'après-midi, on a pu constater quoi? Que les mouvements à l'œuvre qui vont influencer durablement la situation des RIP, c'est quoi? C'est l'évolution du marché des opérateurs privés des télécoms avec la fusion numéricable SFR, on en a parlé ce matin, on l'a vu, hein. Et le volontarisme politique, bien sûr, aujourd'hui à l'œuvre, à partir du plan France Très Haut Débit, et ça a été évoqué cet après-midi, les 34 plans lancés, ça a été largement évoqué autour des slides qui ont été projetés. Cela étant, je dirais que sur fond de stratégie privée et stratégie publique, les RIP sont pour des territoires concernés, et nous y sommes en Limousin, l'essentiel du territoire national, des fondations indispensables à toute opportunité de redéveloppement industriel, alors que des régions comme les nôtres avons suivi une désindustrialisation qui a été particulièrement brillante, notamment au niveau de l'emploi. Alors moi j'aurais bien aimé que Gabriel Gauthier reste ici, parce que je sais l'attachement et la pugnacité qui est la sienne, pour lui dire tout l'intérêt et la gratitude que j'ai pour elle, le fait d'avoir intégré la Caisse des dépôts, parce que je sais qu'elle nous est de précieux secours actuellement pour des chantiers qui nous occupent. Et je sais aussi que c'est pas le mot French model a du sens aujourd'hui, justement dans les réseaux et dans les usages parce que je pense que les réseaux c'est une chose, mais c'est indissociable des usages. Et c'est un petit peu même l'objet, c'est un petit peu l'objet de cette table ronde d'aujourd'hui. En Limousin, donc rapidement, je peux témoigner des initiatives à l'œuvre autour de clusters, Autonome Lab, bien sûr, c'est de nos marqueurs qui fédère les acteurs de l'autonomie et plus largement la silver economy, parce que pourquoi la silver economy développée en Limousin? Parce que c'est une région qui a une population relativement âgée et que notre solde naturel est négatif et que notre solde migratoire est positif avec des personnes âgées qui viennent dans notre région avec un certain nombre de demandes, donc au niveau de la domotique, du bâtiment, de l'e-santé, bref, et des maisons de santé pluridisciplinaires, d'ailleurs que nous fibrons, y compris en zone amie, je le précise, parce qu'il y a une urgence au niveau de la démographie médicale qui est particulièrement une tendance lourde sur nos territoires. Alors, il faut dire que le nouveau écosystème industriel est effectivement en train de naître dans ce secteur, et précisément en Limousin. Un exemple, la cybersécurité dans ma région. On développe par exemple une spécialité universitaire essentielle, c'est la cryptographie. C'est quand même un élément important. Je ne parle pas bien du big data, que Poutine, on l'a suffisamment évoqué tout à l'heure. Je n'y reviens pas. Je veux m'attacher surtout à évoquer 3 chantiers. Et je vais être très bref puisque j'ai beaucoup coupé mon intervention. 3 chantiers qui s'ouvrent pour les RIP. Le premier, c'est l'ouverture de la gouvernance des RIP aux acteurs de leur territoire. Et il y a ici un double intérêt à faire participer les intercommunalités plus locales. Pourquoi? Un, pour hâter bien sûr le déploiement de la fibre optique et autres solutions de très haut débit. Il s'agit de bénéficier de la connaissance du territoire, comme de leur capacité, et elle n'est pas des moindres, à contribuer au financement. Même si on arrive à financer par d'autres moyens, l'Europe, l'État, enfin bref, je passe au niveau des financements, mais les EPCI sont au cœur précisément de ces financements. Et aussi cette culture numérique qu'il faut faire déployer. J'entendais midi au déjeuner des personnes qui me disaient qu'en fait, peu d'élus étaient intéressés par ce sujet. Et que quelque part on était un peu des gourous du numérique, et que dans des réunions, y compris des réunions d'élus, quand on abordait le sujet, passe vite. Hein. D'ailleurs, vous l'avez peut-être observé en même temps que moi, je l'ai vu dans le Canard enchaîné, c'était il y a une quinzaine de jours, où la pauvre Axel Lemaire s'est faite tacler et a fondu en larmes, c'est le Canard qui l'a rapporté, c'est pas moi qui l'ai dit,
Pascal a voulu évoquer le problème du numérique en plein Conseil des ministres. Comme quoi, la parité existe peut-être, mais bon, bref, je passe. On retrouve ça dans les conseils municipaux aussi. On voit ça aussi dans les conseils municipaux, ça vous êtes d'accord. À toutes les échelles, c'est finalement la même logique qui se réplique. Oui, d'accord. Et je le dis parce qu'il y a un partenaire qui est quand même plus homme que de femmes qui se voilà. Ensuite, donc, je disais qu'il fallait contribuer à ce que les décideurs locaux diffusion de cette culture politique plus précise des enjeux du numérique. Et je crois que c'est important. Deuxième chantier qui est d'une importance tout à fait majeure dans la période actuelle, ça concerne la commercialisation de plaques, mais aussi, ça ne vous a pas échappé, il va y avoir des élections dans moins de 15 jours, départementales, puis au mois de décembre, juste avant Noël, ça sera, espérons, le cadeau de Noël pour ceux qui y participeront, ou alors peut-être, je ne sais pas, tout autre chose. Cela étant, je pense que, effectivement, on se rapproche, comme vous le savez, le Limousin, d'une grande région Aquitaine, qui a le label Flechtech, déjà avec la métropole. Hein, et bon, il faut dire que l'Aquitaine a ses propres pratiques, le Limousin a ses pratiques, et Poitou-Charentes les siennes. Il y a une initiative qui me semble tout à fait intéressante, c'est la SPL, la Société publique locale, qui est développée par l'Aquitaine, parce qu'il y a des syndicats mixtes départementaux. Je crois que c'est quelque chose qui est intéressant. Ça peut être une piste de travail pour nous et pour d'autres, peut-être, la SPL. Il faut voir un peu ce qui peut être, ce qu'on peut en tirer, si on peut en tirer la substantifique mal, comme disait Rabelais, bien sûr. Hein. Il s'agit aussi d'interconnecter directement les RIP, et ça c'est un sujet qui est particulièrement prégnant, au plus près les uns des autres, par la génération des GIX. Hein. Ce modèle-là permet de relocaliser les fonctions, en diminuant les coûts d'exploitation, ça a été dit, je pense, en diminuant la latence des communications, et enfin en augmentant les capacités de bande passante. Je crois que là-dessus, c'est un domaine important, hein, d'avoir cette transversalité, alors qu'on était dans un système complètement pyramidal actuellement. Enfin, le troisième chantier, c'est la valorisation, et ça, je crois que on parle des réseaux, mais il n'y a pas d'usage sans réseau, et vice-versa. Je crois que c'est intimement lié. La valorisation et l'assimilation des nouveaux usages numériques. Et il s'agit bien sûr de contribuer au renforcement des compétences et filières locales. Et nos RIP doivent élargir leur mission. Élargir leur mission, je le dis aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, certains RIP sont concentrés effectivement sur des réseaux, mais peut-être certains l'ont fait aussi, se concentrer aussi sur les usages, parce que c'est à mon avis indissociable. Voilà ce que j'avais à dire, et il faut s'intéresser aux usages, je l'ai dit, et il faut multiplier les événements autour des usages des THD pour que cela ne reste pas un débat de spécialistes. Voilà. Merci. Merci à la garde, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci à Charles-Édouard Delpierre d'avoir présenté la stratégie vidéo qui... Voilà, aujourd'hui, on a des acteurs de ce type-là aussi qui ont une vision qui vient de l'énergie et qui, justement, se placent les usages au cœur d'une réflexion réseau. Et les réseaux intelligents de demain, ils sont là aussi, parce que ce sont les smart grids et à toutes les échelles, pas que dans l'urbain. Hein. Aujourd'hui, on le verra sur Ruralytic les 26 et 27 août prochains. Le smart village, c'est sans doute par là que ça va commencer. Et voilà, et on a un certain nombre d'acteurs, notamment qui viennent de l'énergie, parce qu'ils connaissent la vie des gens au quotidien et leurs besoins, et bien qui vont essayer de mettre de l'intelligence dans ces réseaux. Et ça, je pense que pour accompagner la réflexion des élus sur les RIP en matière de compréhension des usages, et on le sait, on doit encore évangéliser, encore expliquer à quoi ça sert et pourquoi il faut investir autant, et bien je crois que c'est aussi un chemin. Je crois que chaque RIP aujourd'hui, chaque acteur industriel qui intervient sur un RIP, chaque opérateur d'opérateurs, doit être capable de se doter d'un discours sur les usages et sur les applications de ces réseaux. Quand tu as dit évangéliser, j'espère que tu as laïcisé le terme. Absolument, oui, je fais attention quand même. Merci beaucoup, merci à tous et bravo à vous.